Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Processus de paix en RDC, la société civile s'exprime aussi. Hugues Bollet du mouvement citoyen éclairé sera l'invité du magazine Face à Face que vous suivrez tout à l'heure. Top Congo FM. La ville d'Uvira n'est pas encerclée par les éléments de la coalition RDF-AFC M23. Les insurgés se trouvent bien loin de la capitale temporaire du Sud Kivu. C'est le vice-gouverneur qui l'annonce. Il précise qu'il n'y a pas de tension entre les éléments des forces armées de la RDC et les Wazalendo. Top Congo FM. Lutte contre le détournement, l'enrichissement illicite et la corruption. 2 propositions de loi ont été déposées vendredi à l'Assemblée nationale. Selon l'auteur, la première proposition vise à renforcer les peines relatives notamment au détournement, concussion, corruption et rémunération illicite. La deuxième vise la procédure pénale. Elle porte sur l'exigence d'un cautionnement élevé équivalent à la moitié de la valeur des biens pour lesquels un inculpé est poursuivi en vue d'une éventuelle liberté provisoire. Top Congo FM. Travaux de réhabilitation des routes dans certaines communes de Kinshasa bloqués, motif retard dans le décaissement des fonds par le gouvernement central. Au quartier Kingabwa dans la commune de Limete, plusieurs tronçons sont devenus impraticables, c'est ce qu'affirme un député national. La ville de Kinshasa poursuit son combat contre les constructions anarchiques après la concession Onatra Kitambo Magasin, le rond-point Kabambar dans la commune de Barumbu. Les engins mettent le cap sur d'autres coins de la commune de Galima. Voilà pour le sommaire. Top Congo FM, le journal vous est présenté par Eric Ambago. Bonjour, la ville d'Uvira n'est pas encerclée par les éléments de la coalition RDF-AFC M23. Les insurgés se trouvent bien loin de la capitale provisoire du Sud Kivu. C'est le vice-gouverneur qui l'annonce. Jean-Jacques Elakano précise qu'il n'y a pas de tension entre les éléments des forces armées de la RDC et les Wazalendo. Il souligne qu'il n'a jamais été question de retrait des forces de défense et sécurité congolaise vers le Burundi. On l'écoute. La situation est sous contrôle et tout ce que vous êtes en train de raconter là, ça fait partie de la campagne d'intoxication de la part de l'ennemi. C'est de cette manière que Bukavu, ville, était conquise sans combat parce que l'ennemi est champion dans l'intox. Je vous dis que la situation est calme à Uvira, où je me trouve actuellement, et les activités se déroulent comme à la normale, école, boutique et même les banques. Il n'y a aucun policier. D'ailleurs, pour votre information, les policiers sont très déterminés et engagés, et que ce soit nos militaires, parce qu'ils viennent à peine de recevoir leur solde de 2 mois. Il n'y a pas de tension entre le Wazalendo et les FRDC à Uvira. Il n'y en a pas. Et si il peut y avoir des tensions, nous sommes dans une société. Nous, comme autorité politique, nous sommes là pour concilier les vies. Mais tous sont animés par un seul objectif, barrer la route à l'ennemi. Déjà 3 mois que l'ennemi n'a pas réussi à franchir les Rubicons de Katogota, Kamanyola pour atteindre le Vungi Sangue et de Sangue, Kiliba et Uvira. Est-ce que Uvira est encerclé par les insurgés? Non, mais c'est faux. Comment l'ennemi peut-il arriver à encercler Uvira alors que les Wazalendo et les FARDC sont positionnés partout, que ce soit dans les collines et même à Luvungi? Donc, tout ça, ça relève d'une campagne d'intox. Et l'ennemi croit peut-être prendre facilement la ville d'Uvira avec l'intox et de fausses informations, comme c'est fait le cas à Bukavu et à Goma. Uvira n'est pas encerclé, ça je vous le confirme. Jean-Jacques Elakano, le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, il est provisoirement installé à Uvira. Pendant ce temps, le sénateur Joseph Galamouloumé s'insurge contre les voix qui réclament un dialogue pour ramener la paix dans l'est du pays. Il y voit une tentative de repositionnement politique de ceux qui, selon lui, ont longtemps toléré les groupes rebelles. L'élu du Kasaï félicite le président Tshisekedi pour sa clairvoyance diplomatique qui aurait permis de contrer un projet de balkanisation du pays. Il appelle les Congolais à la vigilance face à ce qu'il qualifie de manœuvre dangereuse. On l'écoute au micro de Fabien Guèche. Je constate une mise en scène de plus en plus claire et bien rodée. Les acteurs jadis silencieux face au crime du M23 deviennent aujourd'hui des promoteurs d'un soi-disant dialogue intercongolais. Katumbi Kabila se sent la
Issa Fayoulou, ceux qui ont soutenu ou toléré le rebelle veulent aujourd'hui se repositionner politiquement, comme si l'histoire avait oublié. Mais je salue ici la lucidité de notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, véritable garant de la nation qui a compris ces jeux dangereux. Grâce à sa diplomatie active, la voix de la RDC est à nouveau écoutée. L'initiative américaine a bloqué le manœuvre de ceux qui espéraient à la balkanisation. Nous restons vigilants et l'heure n'est plus aux manipulations, mais à la vérité. Il faut mettre en place une cellule nationale d'anticipation stratégique pour lutter contre les attaques des ennemis qui voudront s'en prendre à la RDC. C'est la proposition du docteur Donasoft Mukuna, doctorant en stratégie défense et sécurité, qui estime que cette cellule aura pour tâche de réunir les informations sur le terrain et alerter rapidement le centre de décision. Il a fait savoir lors d'une matinée scientifique du corps de l'élite scientifique de l'UDPS qui avait pour thème guerre hybride et anticipation stratégique en Afrique centrale, approche multidimensionnelle de la résilience face aux menaces émergentes. Dr Donasoft Mukuna, coordonnateur national du corps de l'élite scientifique de l'UDPS, est au micro de Cécile Gamba. Ce que nous vivons aujourd'hui dans l'est de la RDC, mais aussi à l'ouest avec les Mobondo ou au centre à l'époque avec les Kamuna Sapu, ce ne sont pas des insurrections ordinaires. Ce sont des formes évoluées des guerres hybrides où les frontières entre guerre, paix, renseignement, terrorisme, manipulation numérique et instrumentalisation communautaire sont volontairement brouillées. L'ennemi d'aujourd'hui n'est plus toujours en uniforme. Il peut être un mercenaire, un prédicateur radical, un opérateur minier opaque ou un simple compte anonyme sur les réseaux sociaux. Face à cette menace du fils, réactive et multiforme, notre réponse ne peut plus être fragmentée comme ça s'est fait. Nous devons entrer dans une nouvelle ère de gouvernance stratégique, celle de l'anticipation. C'est pourquoi je propose que la présidence de la République mette en place une cellule nationale d'anticipation stratégique chargée de détecter des signaux faibles, de croiser des informations issues du terrain, du cyberespace et des institutions et d'alerter rapidement les centres de décision. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. Sinon, nous continuerons à subir des guerres que nous aurions pu prévenir. Les chefs de l'État ont l'opportunité historique de faire de l'anticipation stratégique un pilier de la souveraineté congolaise. C'est par cette réforme que nous pourrons enfin sortir de la logique des survies pour entrer dans celle de la stabilité durable et de la puissance régionale. Le doctorant Donasoft Mukuna. Signature d'un accord minier États-Unis-RDC poursuite judiciaire contre Joseph Kabila. Les membres du Front commun pour le Congo qui ont pris part aux consultations politiques avec le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour la formation du gouvernement d'union nationale réaffirment leur engagement pour la stabilité du pays. La tension également monte autour de la demande de lever des immunités visant l'ancien président Joseph Kabila, autorité morale du FCC. Dans une déclaration faite ce vendredi à Kinshasa, les membres de cette délégation assurent qu'ils suivent de près la procédure avec la plus grande vigilance dans le strict respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux. Parallèlement, les membres de ce groupe saluent les récentes déclarations du président Tshisekedi sur l'accord minier stratégique en cours de négociation avec les États-Unis. Ils considèrent cet accord comme un jalon majeur pour un développement durable et souverain. On écoute Césarine Condé, chef de la délégation de la branche FCC, qui avait pris part aux consultations politiques. La délégation du FCC, ayant participé activement aux consultations politiques relatives à la formation d'un gouvernement d'union nationale, suit avec la plus grande vigilance la procédure en cours concernant la demande officielle de levée d'immunité parlementaire du sénateur à vie et autorité morale du FCC, son Excellence Joseph Kabila Kabange. Cette demande introduite par les autorités judiciaires compétentes devant la Chambre haute du Parlement devra être examinée dans les stricts respects des principes de la présomption d'innocence, de l'indépendance du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux de la défense.
Nous tenons à rassurer nos militants que nous demeurons pleinement engagés dans le suivi rigoureux de cette procédure judiciaire jusqu'à son terme législatif. S'agissant des enjeux majeurs de la vie nationale, l'accord minier, actuellement en négociation entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Nous soulignons que cet accord, fruit d'une vision partagée de développement durable et inclusif, est élaboré en conformité avec les standards internationaux de transparence ainsi qu'avec les dispositions constitutionnelles encadrant la gestion des ressources naturelles, notamment les articles 9 et 56 de la Constitution. Ce partenariat vise à optimiser l'exploitation responsable de nos minéraux stratégiques tout en garantissant des retombées économiques substantielles pour le bien-être de notre population. Nous saluons cette démarche volontariste qui protège intégralement notre souveraineté nationale tout en renforçant la position de la RDC sur la scène internationale. Césarine Kandé, chef de la délégation de la branche FCC, qui avait pris part aux consultations politique. Après l'annonce officielle de sa radiation par le bureau politique de l'ACR, Action commune pour la République, réuni jeudi en session extraordinaire, le député national et ancien vice-président du parti Ogi Kalonji dénonce cette décision qui intervient après l'annonce de son départ de cette formation politique. Réagissant à la diffusion sur Top Congo de la déclaration du bureau politique de l'ACR qui l'accuse d'avoir rallié l'opposition, l'élu de Tchangou réaffirme son soutien au président Tshisekedi. Il précise désormais concentrer ses efforts sur le développement de sa propre formation politique, Action des bâtisseurs intègres pour la République. On écoute Ogi Kalonji. Il faut tout simplement dire que ça, c'est de l'escroquerie politique. C'est ce que les Anglais disent un non-sens. Un non-sens parce que cette radiation a été entachée de plusieurs irrégularités. Mais je n'attaquerai pas ça parce que le cœur n'est plus à l'édifice. Il vous souviendrez que la personne qui a lu ces déclarations a été lui-même dans 2 ou 3 médias où il a annoncé que le capable premier vice-président était déjà parti du parti il y a plus d'une année. Il a parlé d'une année et 6 mois, alors que j'ai été à l'anniversaire le mois de septembre de l'année passée où j'ai même intervenu. Donc vous verrez que ça ne fait plus 9 mois. Il a parlé que je suis parti, j'ai rejoint l'opposition. C'est que je dément parce que les communiqués sur mon compte X officiel faisant état du relance de notre parti ABIR, parti qui est membre du regroupement politique 4AC, remonte de 2 semaines à peu près. Donc je ne vois pas comment ils peuvent radier définitivement quelqu'un qui a relancé les activités de son propre parti 2 semaines avant la date de cette fameuse radiation. Donc moi je pense que c'est juste une façon de créer un buzz autour de ça, mais c'est ce qu'on a toujours dit, Ikabod, la gloire n'est plus. Donc moi, le cœur est ailleurs, je ne veux pas rester dans ces histoires-là. Donc aujourd'hui c'est Abir qui m'intéresse, aujourd'hui c'est le peuple qui m'intéresse, aujourd'hui c'est la loyauté renouvelée au président de la République, contrairement à ce qu'ils disent que j'ai rejoint l'opposition. C'était Ogi Kalonji, président de ABIR, Action des bâtisseurs intègres pour la République, et ancien vice-président du ACR, Action commune pour la République, de Eliezer Tamboué. On va parler élections, transparence, redevabilité, participation sont des termes clés sur lesquels les parties prenantes au processus électoral en RDC ne s'accordent toujours pas. C'est le constat fait par le REGED, Réseau de gouvernance et démocratie, au terme de 4 cycles électoraux en RDC. Cette organisation a tenu un atelier dans le cadre du PACONEC, projet appui à la coalition pour l'organisation nationale des élections au Congo pour la validation technique du draft du manuel de gouvernance électorale, projet soutenu par Democracy Reporting International avec le soutien de l'Union européenne. Selon le directeur exécutif de REGED, Bishop Abraham Djamba, les motivations sont bien claires. On l'écoute. L'idée de ce manuel est donc venue du constat fait sur le processus électoral congolais depuis 2006. En effet, la République démocratique
démocratique du Congo est à son 4e cycle électoral. Les enseignements tirés des élections organisées durant ces 4 derniers cycles, à savoir 2006, 2011, 2018 et 2023, semblent dégager un consensus au sein de l'opinion nationale et internationale sur la nécessité d'opérer des réformes électorales pour améliorer les cadres et la pratique électorale. Parmi ces réformes, il y a celles liées à la gouvernance électorale et plus spécialement à 3 de ces principes ou piliers fondamentaux que sont la transparence, la participation et la redevabilité. Il ressort de l'observation des 10 processus et les parties prenantes sont souvent divergentes sur la compréhension de ces 3 principes clés et ces défis manifestes de compréhension harmonisée sacrifient leur mise en œuvre tout au long du processus électoral, ce qui entraîne bien évidemment un climat de méfiance et de frustration entre les parties prenantes du processus électoral. Les participants à l'atelier ont été convaincus qu'en appliquant consensuellement et correctement ces principes, le processus électoral gagnerait en compréhension et en lisibilité. Le bishop Abraham Djamba du REGED et le représentant de la CENI, Dieudonné Chioyo, a promis la poursuite des discussions après cette activité pour approfondir ce manuel afin d'éviter les divergences autour des concepts en rapport avec les élections. On l'écoute. Nous avons reçu tout le document de travail qui en ce moment sont passés au peigne fin par les différences, parce que vous savez, le manuel il est global, il y a beaucoup de thématiques à l'intérieur. Il y a le côté juridique, il y a le côté légal, logistique, ainsi de suite. Donc, toutes nos équipes sont dessus et nous nous sommes convenus avec le directeur exécutif du REGED que cette discussion va continuer. La consultation va se faire de manière approfondie pour que nous puissions vraiment nous mettre d'accord. Parce qu'en fait, le problème souvent que nous avons, c'est quand les concepts qui sont utilisés ne sont pas bien définis dès le départ, sont mal interprétés et il y a des amalgames impossibles après. Donc pour nous mettre d'accord sur le concept, sur leur contenu, leur portée, je crois que c'est très important. Et ça, c'est un exercice auquel la CENI va se prêter avec beaucoup d'engagement. Et ça, c'est quelque chose que je peux vous promettre. Et ma présence ici, c'est juste pour confirmer que la CENI est partie prenante à ce processus. Et les partis politiques de la majorité de l'opposition ainsi que la société civile ont pris part à la clôture de cet atelier. Le journal, toute l'info du canal Info La Fréquence. Utile de Kinshasa. Les Congolais vont désormais investir dans leur propre pays, contribuant ainsi au développement territorial. La province cible, c'est le Congo central. Lors de la signature du protocole d'accord entre Thierry Resources et le service géologique national du Congo, Raoul Wazenga, directeur général du CSGNC, pense que ce partenariat permet la création de nombreux emplois et favorise une réelle valorisation des ressources locales. Félix Samouna, directeur général de Thierry Resources, se dit satisfait de la rapidité avec laquelle cet accord a été conclu. On écoute tour à tour Raoul Wazenga, respectivement directeur général de CSGNC, et Félix Samouna de Kérit Ressources. On l'écoute. C'est pour nous une grande joie de pouvoir signer ce protocole d'accord avec une société de droit congolais, Kérit Ressources. Cet accord représente pour le service géologique un accompagnement avec un partenaire local, un partenaire national, qui va devoir aider sur le plan technique et financier à ce que nous puissions intensifier la recherche géologique sur des zones de recherche géologique qui se situent dans le territoire de Luozi, dans le Congo central. Nous nous sommes approchés de la direction générale pour pouvoir mettre nos ressources ensemble pour exploiter et explorer. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut souligner, c'est que nous n'y allons pas en tant que simple faire-valoir. C'est que nous investissons dans l'exploration. Donc nous sommes une société de droit congolais, à capitaux 100% congolais. C'est le vœu qu'émet le chef de l'État. C'est de voir que l'actionnariat privé se mobilise pour pouvoir capter les niches, si on peut les appeler ainsi, les niches de croissance et de richesse. Vous avez suivi tour à tour Raoul Wazenga de SGNC et Félix Samouna de Kérit Resources.
Commercialisation des dispositifs électroniques fiscaux. La DG informe tous les opérateurs économiques intéressés que la note d'information et relative est disponible dans le site web de la DGI. À cet effet, ils sont invités à consulter la dite note pour prendre connaissance des conditions, modalités et procédures y afférentes à l'adresse www.dgi.gouv.cd. Dans la commune de Kimbaseke, plusieurs femmes vont pouvoir relancer ou renforcer leurs activités de fabrication de pain grâce à un appui financier. Elles ont reçu un fonds de commerce offert par la boulangerie de l'ONG Femmes Engagées pour le développement durable, la FED. Cette initiative, portée par la présidente de l'ONG, Amida Ilanga, s'est déroulée au quartier Batumona. Objectif, promouvoir l'autonomisation des femmes dans cette commune périurbaine, souvent confrontée aux réalités difficiles du phénomène Kuluna et au taux élevé de filles mères. Amida Ilanga, présidente de la FED. En fait, l'idée est venue justement de voir la précarité que vive la population de Kimbaseke. Après analyse et études, je me suis rendu compte que parce que la maman n'est pas financièrement stable, le foyer ici à Kimbaseke est beaucoup plus géré par les hommes. Et j'ai eu l'initiative d'autonomiser plus de femmes aussi pour qu'elles puissent créer l'équilibre au sein de leur foyer. Parce que lorsque maman arrive à travailler et l'homme aussi, je pense que ces foyers est financièrement autonome. Ça peut quand même diminuer aussi les taux de Kuluna et le phénomène de filles mères qui gangrène la commune de Kimbaseke. Bon, premièrement, c'est d'abord au niveau de femmes, parce que toutes les femmes ne prennent pas le projet à cœur. Ça ne manque jamais. Mais au moins, la grande majorité de femmes avec lesquelles nous travaillons, elles comprennent quand même le projet et elles arrivent aussi à bien travailler, parce que l'idée c'est de travailler et de soutenir aussi l'autre. Et voilà un peu au niveau de financement, parce que là nous travaillons quand même avec les fonds propres et nous sollicitons aussi d'autres partenaires gouvernementaux pour nous soutenir. Voilà un peu l'idée, mais là nous sommes toutes seules dans le combat. Amida Ilanga, la présidente de l'ONG FED, Femmes Engagées pour le développement durable. Et puis on parle de la lutte contre le détournement, l'enrichissement illicite et la corruption. Deux propositions de loi ont été déposées vendredi à l'Assemblée nationale. Selon l'auteur, le député national Patrick Salomon, la première proposition vise à renforcer les peines relatives notamment au détournement, concussion, corruption et rémunération illicite en modifiant les articles 5, 14, 24, 35, 145 à 150 du Code pénal en introduisant l'article 145 ter relative à l'enrichissement illicite. L'objectif est d'élever la gravité des peines relatives à ces infractions qui ont la particularité de paralyser l'État dans sa capacité à réaliser ses diverses missions d'intérêt public. La deuxième proposition de loi vise la procédure pénale. Elle porte l'exigence d'un cautionnement élevé équivalent à la moitié de la valeur des biens pour lesquels un inculpé est poursuivi en vue d'une éventuelle liberté provisoire. Le député national élu de Bukavu, Patrick Salomon, est au micro de Mamichela. La première loi concerne essentiellement la procédure. C'est le cas des personnes qui sont mises en détention de façon préventive. On exige tout simplement que la personne qui est mise en détention préventive pour les faits relatifs aux infractions que j'ai à peine citées puisse déposer un cautionnement qui équivale au moins à la moitié de la valeur des biens pour lesquels il est poursuivi. C'est une façon de rendre un peu plus difficile la possibilité de pouvoir s'échapper et de rendre aussi un peu plus facile la possibilité de pouvoir coopérer avec la justice et déjà s'orienter sur le contrôle des biens que l'État recherche plutôt que uniquement se contenter de l'emprisonnement de la personne. La deuxième loi, elle, concerne le renforcement des peines. On restaure entre autres la confiscation générale, bien sûr avec des garde-fous. Une façon de dire qu'une personne qui est condamnée pour ces cas de détournement et autres infractions similaires, lorsqu'il s'agit de l'application des peines, pourra exposer son patrimoine. On élève également les peines d'emprisonnement qui désormais pourront aller jusqu'à perpétuité pour des cas les plus graves. Et la nouveauté, celle de l'enrichissement illicite, consiste
essentiellement à pouvoir réprimer le fait de disposer d'un patrimoine dont le niveau n'est pas justifié par rapport à des revenus légitimes. Le député national Patrick Salomon. Pendant ce temps, les anciens élèves de l'École nationale d'administration s'organisent. Réunis dans une association, ils s'apprêtent à élire les membres de leur coordination. La campagne électorale lancée officiellement samedi 3 mai dernier se termine ce vendredi 9 mai à minuit. 2 candidats sortent du lot. Il s'agit de Jacob Géné pour le poste de coordonnateur et Christian Zenga pour celui de coordonnateur adjoint. Ils se considèrent comme un duo médiateur et gagnant qui dispose d'un carnet d'adresses impressionnant et capable de fédérer. Ils veulent, disent-ils, transformer le corps des énarques congolais en un véritable conseil consultatif au service des enjeux stratégiques de la République, qui se présente comme un ticket qui inspire confiance et promet des avancées significatives avant la fin effective de la campagne électorale. Leur directeur de campagne, Shadrach Kipoulou, sensibilise les énarques. On l'écoute au micro de Peggy Wabeno. Administrateurs civils, leur est venu de redonner à notre association la grandeur et l'éclat qu'elle mérite. Nous sommes pleinement conscients que notre corps a longtemps été absent des grandes instances de la nation. Pour remédier à cette situation et faire rayonner notre institution en lui redonnant son véritable rôle de conseil consultatif central, j'invite tous mes pères énarques à voter massivement pour le duo Jacob Géné Obi au poste de coordonnateur et Christian Zengandambu comme coordonnateur adjoint. Ces 2 candidats font preuve d'intégrité, d'un esprit fédérateur ainsi que d'une maturité et d'une sagesse exemplaires. C'était donc le directeur de campagne de 2 candidats qui veulent obtenir le poste de coordonnateur et coordonnateur adjoint de l'association des énarques. La souffrance inutile au cœur d'une réflexion éthique dans une étude menée par Anaclet Mweba du département de philosophie de l'université de Kinshasa intitulée « Pour une éthique de la souffrance » à propos de la substitution et de l'assistance chez Emmanuel Lévinas. L'auteur interroge donc la légitimité des douleurs infligées gratuitement à des innocents au nom d'ambition personnelle. Une réflexion profonde qui appelle à repenser le vivre ensemble et à orienter l'action collective vers un bonheur partagé. Au sortir de cette séance académique sanctionnée par une mention plus grande distinction, le récipiendaire Anaclet Mweba s'est confié à la presse. On l'écoute. Nous avons parlé de la souffrance inutile. C'est cette souffrance qui est causée de manière gratuite à des personnes innocentes juste parce qu'on est à la recherche de la gloire personnelle, au lieu plutôt de faire des choses, d'agir dans le sens que toute une communauté, tout un groupe humain puisse vivre, n'est-ce pas, le bonheur. Et donc la question de la souffrance inutile que nous avons abordée, c'est pour interpeller toute la société à un mieux vivre ensemble pour un bonheur collectif. C'est une recherche fondamentale qui permet de jeter les bases pour les questions de notre société en vue de trouver faire des projections, des solutions aux différents problèmes qui cadrent, n'est-ce pas, avec la souffrance inutile. C'était donc le docteur Anaclet Mweba. Parlons du Fonds forestier national qui figure dans la loi des finances comme compte d'affectation spéciale et à ce titre, il est l'un des rares établissements publics qui verse au trésor public sa part relative à l'excédent de gestion. Il partage aussi avec le même trésor via la DGRAD les recettes de l'une de ses taxes qui est celle de déboisement mise au point faite vendredi par cette institution sous tutelle du ministère de l'Environnement dans un communiqué qui fait suite à l'information relayée dans certains médias selon laquelle certaines structures comme le Fonds forestier national qualifié de structures inutiles devraient être suspendues en vue du redressement des finances publiques. L'extrait de ce communiqué est ici lu par Arnold Carlos Mboulekuni, le chargé de communication et presse du Fonds forestier national. Il est au micro de Rachel Inosiwe.
Dans son contenu, le média s'est évertué, pour des raisons non élucidées, à propager des contre-vérités et des mensonges sur le Fonds forestier national, ce qui dénote d'une ignorance notoire de cette structure de l'État. Nous citons le Fonds forestier national. Ainsi, pour établir la vérité et éclairer l'opinion publique, le Fonds forestier national fait la mise au point suivante. 1. Le Fonds forestier national est institué par la loi numéro 011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier de la République démocratique du Congo, spécialement à son article 81, et ce, conformément au plan de convergence adopté par les chefs d'État, membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC en sigle, plan qui recommande à son 9e axe stratégique le développement des mécanismes de financement dont les fonds forestiers nationaux. C'est dans ce contexte que le FFN est créé par décret numéro 09/24 du 21 mai 2009 portant création, organisation et fonctionnement du Fonds forestier national. Il apparaît donc clair que le fonds n'est pas une structure créée ces dernières années au sein du ministère de l'Environnement et Développement durable comme structure d'accompagnement et ou d'exécution du programme présidentiel Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023, comme affirmé dans l'article ci-haut cité. De ce qui précède, il convient de confirmer que le Fonds forestier national réalise les missions lui assignées par les législateurs congolais avant, pendant, après l'existence de l'initiative présidentielle Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres d'ici 2023. L'exercice de ces missions n'est donc pas consécutif de l'initiative présidentielle précitée. Arnold Carlos Mbolé-Kouni, chargé de communication du Fonds forestier national. Et face aux inondations, la pression démographique et la forte densité par habitant, l'extension de la ville de Kinshasa est devenue une impérieuse nécessité. Propos du député André Litté aux marges de la plénière consacrée à la question orale avec débat adressé au ministre de l'Urbanisme et Habitat Crispin Badou sur la prévention des risques liés aux intempéries, allusion aux morts enregistrées lors des pluies torrentielles dans la capitale. Le président du regroupement politique A1 demande ainsi à la première ministre de lancer ce projet sans tarder. On l'écoute au micro d'Éric Lukoki. La sapiternelle question de l'urbanisation à la porte et pièce à travers notre pays se pose avec acuité. Et tout naturellement, comme d'aucuns le savent, Kinshasa n'a fait pas exception. Si l'on y prend garde, cette situation pourrait être vraiment une des pages sombres de l'histoire de notre pays. Pour ne parler que de Kinshasa, qu'est-ce que nous attendons pour l'effectivité du projet d'extension de la ville? Il n'y a pas 36 manières à faire. Sans être expert, lorsqu'on regarde Kinshasa, on serait autour de 17 millions d'individus. Monsieur le ministre, je vous le demande solennellement, je crois qu'Alain qu'il est la première ministre me suit aussi. Allez la voir de ma part pour lui dire que le projet d'extension de la ville de Kinshasa est sous sa tutelle. Il suffit d'aller vers Maluku et au-delà. À l'occasion de cette dispensation, nous pourrions dire qu'on a fait l'extension de la ville de Kinshasa. Le ministre Mbadou m'a confié qu'une fois il est passé par l'Égypte, il a vu un modèle qui l'a beaucoup intéressé. Au Nigeria, les gens ont quitté l'ancienne ville pour créer une nouvelle ville. Il y a des pays africains qui le font, pourquoi pas chez nous au Congo? Le député national André Litté, la ville de Kinshasa, poursuit aussi son combat contre les constructions anarchiques. Après la concession au Natra Kitambo Magasin, le rond-point Kabamba dans la commune de Barombo, les engins mettent le cap sur certains coins de la commune de Galima sous la supervision du ministre provincial des infrastructures et travaux publics Alain Chilungu et son collègue de l'environnement Léon Moulumba. Les constructions anarchiques loties sur la rivière Maïataba, nous bien évidemment à Montfleury, juste après le camp Loano, sont démolis. Cette opération va se poursuivre donc pour libérer cette rivière et prévenir les inondations. Reportage du Merci Loussa Koumounou. Tout commence par un avertissement. Maintenant, on veut agir, n'est-ce pas? Vous avez eu assez de temps. Alors maintenant, parce que le tracteur et les gars, c'est cool. Et pourtant, les occupants de l'avenue Mapenza, ayant construit sur les lits de la rivière Mayantaba, se disent surpris par cette descente. Bon, en tout cas, nous, on pensait que c'était la partie, le bas côté de la parcelle. Je dormais même, on me réveille, on me dit que non, il fallait que je sorte mes
les affaires. Cependant, Alain Tshilungu, ministre provincial des infrastructures et travaux publics, rappelle que les occupants avaient été prévenus depuis novembre de l'année dernière. Ils ont été avertis depuis le mois de novembre 2024. Il vous souviendra que nous avons entamé une campagne de curage, de dragage des eaux des rivières au sein de la ville de Kinshasa. Particulièrement sur cette rivière Mapenza, nous avons dû curer au mois de novembre 2024 en déposant des mises en demeure et des lettres d'avertissement. Comprenez que nous devons nous opposer, accompagner ceux-là qui veulent construire sur des zones non aedificandi, sur des berges des rivières et sur des lits des rivières. Et à 48 heures, nous avons fait aussi un communiqué de rappel. Accompagné de son collègue de l'environnement, Léon Moulumba, Alain Tshilungu reste ferme et la ville ne va pas reculer pour mettre fin aux inondations. On n'achète pas à côté des rails où doivent passer des trains, on ne peut pas acheter à côté des rivières parce qu'il y a des berges à protéger. Cette action est vivement saluée par la population. Ni au-dessus de la loi. L'État Ces démolitions vont se poursuivre à travers la ville de Kinshasa, sur instruction du gouverneur Daniel Bumba, dans le cadre de son programme Kinshasa et Zobonga. Merci. Le Sakomono et travaux de réhabilitation des routes dans certaines communes de Kinshasa bloquées, motif retard dans le décaissement des fonds par le gouvernement central. Au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete, plusieurs tronçons sont devenus impraticables. C'est ce qu'affirme le député national Rigen Bakonga. L'élu de Mwamba plaide pour la mise à disposition rapide des fonds au profit des sociétés chargées d'exécuter les travaux. On l'écoute. Les entreprises qui ont préfinancé, l'État congolais, à travers le ministre des Finances, avait seulement débloqué un montant de 20%. Et les différentes avenues, acteurs de Kinshasa à travers 3 communes, c'est-à-dire Gombe, Kasavubu, Limete. À Kasavubu et puis Gombe, il y a un avancement, mais au niveau de Limete, c'est chaotique. C'est la raison pour laquelle j'appelle à la conscience du ministre des Finances de pouvoir débloquer les fonds pour que les entreprises privées reprennent les travaux. Et là, on est dans une situation chaotique au niveau de Kingabwa ici. Toutes les avenues sont bloquées. Lorsqu'il y a des pluies diluviennes, les caniveaux, les mêmes caniveaux qu'ils avaient construits, sont délabrés aujourd'hui. Et l'avenue Kulumba, qui est une avenue principale, l'entrée-sortie de Kingabwa, même pour la moto, ça devient un problème. Et pour les piétons, ça devient un sérieux problème. C'est comme ça que j'en appelle à la sagesse du ministre des Finances de pouvoir débloquer les moyens pour que les entreprises privées reprennent les travaux. Le ministre de l'UTPR avait déjà transmis au ministre du Budget comme des Finances l'état des sommes restantes pour que les entreprises privées reprennent les travaux. Le député national Rigen Bakonga. On amorce l'atterrissage. Quelques nouvelles avant de nous séparer. Les finalistes du secondaire ou encore les élèves vont pouvoir améliorer leurs connaissances pour affronter les différentes épreuves programmées par le ministère de l'Éducation. La nouvelle plateforme Vodaéduc de la Fondation Vodacom est opérationnelle. C'est ce que souligne Jessica Poutou, spécialiste en projet éducatif chez Vodacom Congo. Vodaéduc est une plateforme digitale qui offre gratuitement des cours du standard universel, mais aussi du curriculum national aux apprenants, aux finalistes, aux chercheurs et enseignants en utilisant simplement leur téléphone, un portable ou une tablette. C'est une plateforme qui est déjà en ligne depuis 2017. Seulement, nous avons remodélisé la plateforme. Nous lui avons donné des nouvelles couleurs, une nouvelle robe pour permettre une expérience d'apprentissage beaucoup plus optimisée qui pourrait permettre une navigation plus fluide lors de la navigation sur la plateforme. Et aussi, nous sommes passés sur la plateforme Moodle qui donne une expérience d'apprentissage optimisée. Et aussi, nous avons mis en place un système de coaching et un encadrement personnalisé, c'est-à-dire que nous, au niveau de la Fondation, nous avons des boursiers qui sont disponibles pour offrir aux jeunes finalistes un système de coaching et d'encadrement mis en place pour les permettre d'offrir un accompagnement aux finalistes. Ils seront donc directement guidés vers les classes adaptées
à leurs besoins et ça va donc les faciliter une prise en main rapide et efficace de la plateforme. L'accès à tous sans discrimination pour que tout le monde ait accès à une éducation de qualité. La plateforme Vodaéduc permet de réduire la fracture numérique, c'est-à-dire qu'avec un téléphone déjà de 2G, quelqu'un où qu'il se trouve sur l'étendue du territoire national peut avoir accès à la plateforme Vodaéduc. Vodaéduc est déjà gratuit, entièrement gratuit parce que nous souhaitons positionner Vodaéduc comme une plateforme incontournable aidant nos jeunes finalistes à se préparer à affronter les épreuves d'examen d'État. Pour y accéder, il vous suffit de taper le lien sur votre barre de recherche vodaeduc.vodacom.cd. Jessica Mpoutou, spécialiste en projet éducatif chez Vodacom Congo. Où sont passées les cotisations des agents et cadres de la GECAMIN retraités de manière anticipée entre 2016 et 2017 ? La Caisse nationale de sécurité sociale, qui était censée recevoir ces cotisations, affirme n'avoir jamais perçu de la part de la GECAMIN ni avoir reçu la liste des retraités envoyés à la retraite durant cette période. De leur côté, ces derniers assurent avoir cotisé régulièrement tout au long de leurs années de service. Saisi de la question, après plusieurs cas de décès parmi ces retraités oubliés, Jean-Rémy Kanyama, président de l'association Wakati Yetu, qui signifie Notre Temps, une structure engagée dans la défense des droits et la lutte contre les inégalités, a interpellé à Kinshasa le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, à l'issue des échanges. Le ministre a prêté oreille attentive, affirmant être au courant du dossier. Il annonce le déblocage imminent d'une enveloppe de 18 millions de dollars américains qui sera reversée à la CNSS afin de soulager partiellement ces agents laissés pour compte depuis près de 10 ans. On l'écoute au micro de Rémi Moulingati. Nous avons été voir le ministre des Portefeuilles qui a bien voulu nous recevoir dans le cadre de revendications qui proviennent de la base. Vous savez, moi je viens de l'ICACI où il y a plusieurs personnes retraitées de la GECAMIN de la génération 2016 et 2017. Ce sont des personnes qui ont accepté par elles-mêmes d'aller en congé d'une manière anticipée. Mais après toutes ces années, ces personnes n'ont jamais touché leurs indemnités, donc leurs pensions, leurs primes liées à cela. Pourquoi ? Parce que la GECAMIN n'a jamais déposé leur cotisation au niveau de la CNSS. Et quand ces personnes dont la moyenne d'âge tourne autour de 75 ans se dirigent vers la CNSS, on leur dit il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de liste. Quand ils rentrent vers leur ancienne entreprise, on leur dit voilà, on a déjà déposé. Finalement, nous sommes tombés sur un courrier de la CNSS qui suspendait les accords qu'il y avait entre la GECAMIN et la CNSS parce que la GECAMIN avait promis de reverser. Pour éviter la pression de ces personnes, la CNSS a préféré d'abord rompre en attendant qu'on puisse venir trouver une solution. Voilà pourquoi nous avons été voir son Excellence pour essayer de trouver une solution. Parce que c'est lui l'autorité de tutelle de toutes ces entreprises afin qu'elle puisse débloquer la situation. Alors là, il nous a rassuré que la solution était déjà en voie d'être trouvée. Il y avait déjà un montant qu'il fallait pour essayer de lancer la machine au niveau de la CNSS. Donc cet argent devra être déposé au niveau de la CNSS et après on devra y aller étape par étape. On ne pourra pas servir tout le monde du coup, mais au moins c'était une solution déjà en vue. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Face à face spécial avec Hugues Bolé, président du mouvement citoyen éclairé, avec Thierry Corboudi. Il parlera entre autres de la crise politique et sécuritaire en République démocratique du Congo, à suivre tout à l'heure. Ce journal est complètement terminé, mise en onde grâce à Lema. Merci à Pascal Kalambay qui a permis la diffusion sur YouTube et Facebook de ce journal. Merci à Rachel Inès et Eric Lukoki qui ont écrit ce journal avec nous. Merci à Pascal Kapalaï qui était à la réalisation. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. L'actualité continue sur www.topcongo.live et sur les réseaux sociaux. À très bientôt. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM, la fréquence utile. Envoyez de l'argent via MoneyGram, Western Union ou Juba Express dans